Merci Laurence. Bonjour à tous. Hop, on y va. Donc oui, comme il y a eu des recommandations qui ont été récemment actualisées sur la prise en charge du traitement diabétique. Les choses sont assez standardisées. Et ce qui est assez nouveau, parce qu'ils ont eu les résultats de leurs études de suivi au long cours, c'est que maintenant, quand on décide de prescrire un traitement antidiabétique, il faut prendre en compte le risque cardiaque et aussi l'insuffisance rénale. Donc, comme on a pas mal de molécules déjà utilisées dans le diabète qui sont utilisées dans la NASH, la question c'est est-ce qu'on ne pourrait pas aussi prendre en compte le foie? Et la première question à répondre, c'est est-ce que les traitements antidiabétiques ont une action sur le foie? Donc je vais vous parler de plusieurs classes médicamenteuses que j'ai résumées ici. L'objectif, ça va être de compléter le tableau. La metformine, les agonistes PPAR, les analogues du récepteur GLP1, les inhibiteurs SGLT2. Donc ça va faire un petit peu catalogue, mais on va essayer d'organiser tout ça. Donc tout d'abord la metformine, un traitement de première ligne dans le traitement antidiabétique. Pas beaucoup d'études finalement avec biopsie. Vous voyez, 3 ici dans cette méta-analyse, mais les choses sont assez concordantes pour dire que la metformine a une action insulino-sensibilisante, mais ne modifie pas les lésions hépatiques quand on parle de ballooning, d'inflammation, de fibrose ou de stéatose. Donc on ne peut pas espérer faire coup double avec la metformine. Par contre, vous le savez, et ça a déjà été évoqué au cours de ce congrès, il y a des études d'association qui ont démontré qu'il y avait une association entre prise de metformine et diminution du risque de carcinome hépatocellulaire. C'est assez ancien, je vous montre les résultats de cette méta-analyse de 2013 où on voit bien que chez les patients qui prennent de la metformine, il y avait une réduction de 50% de l'incidence du carcinome hépatocellulaire. Vous voyez, on est sur 330 000 sujets, 22 000 CHC. L'association, elle est forte. Bon, association ne veut pas forcément dire causalité. Alors là, c'est un focus sur une des études qui faisait partie de la méta-analyse, une étude taïwanaise. Et ce qui était intéressant, c'est dans ce travail, il montrait que cette association n'était pas retrouvée chez les patients avec hépatite virale chronique, BC, mais c'était dans le cas des autres patients. Donc peut-être aussi que dans les hépatopathies où il y a une action directe antivirale et pas métabolique dans la carcinogenèse, c'est moins efficace. Et les résultats d'une étude vraiment récente qui s'est focalisée sur les patients cirrhotiques, parce que c'est vraiment chez les cirrhotiques où on essaye d'éviter le carcinome, les populations à risque et chez lesquelles on souhaite réduire le risque de carcinome hépatocellulaire. Donc vous voyez que chez les patients, pareil, étude d'association, sur le graphique en haut à gauche, vous voyez ici en noir, c'est les patients qui ne sont pas utilisateurs de metformine. Il y a une diminution de la survie sans transplantation hépatique comparée aux patients non diabétiques. Et chez les patients qui sont diabétiques utilisateurs de metformine, vous voyez que le risque de décès ou de transplantation hépatique revient au niveau des patients non diabétiques. Et vous avez exactement la même tendance sur le carcinome hépatocellulaire dont je viens de parler, mais aussi sur le risque de décompensation de cirrhose. Donc encore une fois, pour pouvoir prouver l'efficacité de la metformine, il faut vraiment une étude randomisée contrôlée. Là, on n'est que sur l'association, mais c'est un résultat qui semble intéressant. Donc la metformine, en résumé, on ne fera pas coup double sur traitement du diabète et amélioration des lésions histologiques, mais il y a toujours cette histoire de bénéfices sur les outcomes et notamment sur le carcinome hépatocellulaire. Alors la deuxième classe de médicaments dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les agonistes des récepteurs PPAR. Vous savez que les récepteurs PPAR, alpha, delta, gamma, sont intimement liés au métabolisme lipidique et glucidique. Et la premier groupe de médicaments qui a été utilisé sont les thiazolidine-diones, ce sont les agonistes PPAR gamma, qui sont donc utilisés dans le diabète. Ces médicaments ont également été évalués dans le traitement de la NASH. On est également au stade de méta-analyse. Et les thiazolidine-diones, notamment la pioglitazone, améliorent la fibrose et permet d'avoir une augmentation du taux de résolution de la NASH. Donc là, on a une molécule, en fait, qui pourrait faire coup double. On traite le diabète et on a également un effet sur le foie. Manque de chance, en France, on les a plus parce qu'il y a eu une littérature sur une augmentation du risque de cancer de vessie qui a entraîné le retrait de l'utilisation en France, pas dans les autres pays, notamment européens. Il y a d'autres littératures qui est sortie après et qui montrent que finalement il n'y aurait pas
le risque de cancer de vessie n'est pas si évident que ça. Mais malgré cela, ces médicaments n'ont pas été réintroduits en France. Donc, molécule potentiellement intéressante pour faire ce fameux coup double, mais pas disponible en France. Alors, l'histoire des agonistes PEPAR continue. Vous connaissez tous l'élafibranor, un agoniste, cette fois-ci PEPAR alpha-delta, qui a été évalué donc, dans la NASH, et notamment jusqu'au stade de phase 3, notamment l'étude Resolvit. Les résultats je vais vous présenter les résultats de la phase intermédiaire à 1000 patients biopsiés. L'objectif principal de l'étude, c'est la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose. Et malheureusement, avec cet agoniste PEPAR alpha-delta, l'objectif principal n'était pas atteint. Vous voyez ici 19% de résolution de la NASH dans le groupe elafibranor versus 15% dans le groupe placebo, objectif principal non atteint. Et sur l'objectif secondaire, résolution de la fibrose d'au moins un stade, pas de différence significative non plus entre le groupe traitement et le groupe placebo. Et après, il y a eu toute une analyse de sous-groupes qui montrait aussi aucune tendance dans aucun sous-groupe. Donc le développement de cette molécule dans la NASH a été arrêté. Est-ce que pour autant les PEPAR, agonistes PEPAR et la NASH, c'est terminé? Non, il y a toujours du développement. Là, je vous présente le résultat d'une étude de phase 2A. Donc les études de phase 2A, c'est petites études, petits échantillons. Le critère d'évaluation, c'est du diagnostic non invasif. Après, vous avez les études de phase 2B, 200-300 patients avec biopsie hépatique. Et puis si c'est positif, on passe aux phases 3, où là, c'est les grandes études avec 1000 malades et du suivi sur 5 ans. Donc là, on est sur la phase 2A, très préliminaire. Le saroglitazar, qui est un agoniste PEPAR alpha-delta. 4 groupes, 25 patients à peu près. Placebo, saroglitazar 1 mg, 2 mg, 4 mg. Ce sont des patients NAFLD avec un surpoids, des transaminases élevées, au moins 50, et un diabète pas trop déséquilibré. Et vous voyez que, bon, il n'y aura pas de critères du histologique, c'est de la phase 2A. On a quand même une amélioration des transaminases, ce qui est un bon signal. Vous avez, dans le groupe saroglitazar 4 mg, une réduction de la stéatose ici, qui est significative par rapport aux autres groupes. Et quand on considère les patients qui ont plus de 30% de régression de la stéatose, il y a toute une littérature qui laisse entendre que lorsqu'on atteint ces 30% de réduction de la stéatose, c'est associé à plus de chances d'avoir une résolution de la NASH. Donc un critère non invasif qui est prédictif d'une amélioration histologique. Vous voyez ici là qu'il y a 40% des patients qui atteignaient cet objectif. Et puis on avait un profil lipidique qui était favorable, ce qui est intéressant dans le développement des molécules dans la NASH. Donc voilà, premier signal positif, mais il faudra le passer à la moulinette des phases 2B et des phases 3. Et on a aussi le résultat du lanifibranor. Ce coup-ci, c'est du l'agoniste pan-PEPAR. Ça veut dire qu'on est sur agoniste alpha, delta et gamma. Laurence vous en a parlé hier. C'est une étude de phase 2B, biopsie au départ, biopsie à 24 semaines, randomisation des patients en 3 groupes, placebo, lanifibranor 800 mg, lanifibranor 1200 mg. Résolution de la NASH comme critère d'objectif principal. Et vous voyez, en gris, le groupe placebo. Malgré la forte réponse placebo, vous voyez que dans le groupe lanifibranor 800 et dans le groupe lanifibranor 1200, on a une augmentation significative de l'amélioration de la NASH. Et ce qui est intéressant, c'est que les résultats étaient similaires, quand on regarde les différents groupes, étaient similaires entre non diabétiques et diabétiques. Et après, il y avait pas mal d'autres critères d'évaluation secondaire. Donc, ça marche sur l'inflammation. Il y avait aussi une amélioration de la fibrose. Et on avait 31% des patients, au bout de 24 semaines, qui résolvaient leur NASH et amélioraient leur fibrose. Donc là, on est vraiment sur une molécule qui a une efficacité intéressante. Bon, après, il y a le problème de l'effet PEPAR gamma, avec une petite prise de poids, 2,3 kg dans le groupe traitement. Mais clairement, on a un candidat qui est intéressant, qui a passé la phase 2B et qui va être très prochainement évalué en phase 3. Voilà, une réduction des transaminases, comme vous le voyez ici, une amélioration du cholestérol HDL, une diminution des triglycérides, donc un profil métabolique très intéressant. Donc les agonistes pan-PEPAR, malheureusement les tisolidines ne sont plus disponibles. On a une première expérience avec l'élafibranor qui n'a pas marché, mais il y a encore du développement. Cette classe médicamenteuse est toujours d'intérêt. Les analogues du récepteur GLP1, donc vous savez qu'ils sont des effets pléiotrophiques.
La première étude qui a montré un signal favorable dans le foie, c'est l'étude Lin, qui a été publiée dans le Lancet il y a maintenant 6 ans. Le liraglutide, petite série, 25 patients dans un groupe placebo, 25 patients dans un groupe traité par le liraglutide. Et vous voyez que sur le critère principal, résolution de la NASH, 39% des patients atteignaient la résolution de la NASH avec le liraglutide versus 9% dans le groupe placebo. Et quand on regarde le critère fibrose, donc il n'y avait pas d'amélioration de la fibrose, mais il y avait moins de patients qui aggravaient leur fibrose au cours du traitement, 9% dans le groupe traité par liraglutide versus 36% dans le groupe placebo. Donc les analogues GLP-1, le développement, enfin l'évaluation a continué. La fameuse étude du New England Journal of Medicine publiée l'année dernière qui a évalué le sémaglutide chez des patients qui avaient une NASH confirmée par biopsie avec un surpoids, une fibrose F1, F3, c'était randomisé donc c'était un peu compliqué, mais globalement, il y avait 4 groupes. Il y avait le placebo, il y avait SEMA 01, SEMA 02, SEMA 04. Et toujours pareil, objectif principal, résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose. Et vous voyez que chez 60% des patients qui étaient sous SEMA 04, on avait une résolution de la NASH versus 17% dans le groupe placebo. Par contre, sur le critère fibrose, régression de la fibrose, il n'y avait pas de différence significative. Alors, ce qui est intéressant dans ce papier, c'est qu'ils ont, un peu comme dans l'étude Lin, ils ont divisé les patients. Il y avait ceux qui régressaient leur fibrose, ceux qui restaient stables et puis ceux qui ne progressaient pas. Et quand on regarde les patients qui ne progressent pas, on a à peu près le même message que dans l'étude Lin. Vous voyez que dans le groupe placebo, il y a 18 patients qui progressent et il n'y en a que 5% dans le groupe sémaglutide. Donc on n'a pas de régression de la fibrose d'un point de vue statistique, mais on a moins de patients qui progressent. Et puis comme attendu, perte de poids très significative, jusqu'à moins 12% au bout d'un an avec le sémaglutide. Une amélioration des transaminases et, comme attendu, une amélioration du profil glycémique. Donc tout ça, c'est des molécules, c'est une classe médicamenteuse qui a un très grand intérêt. Il y a beaucoup de développement. Et maintenant, on passe même sur des doubles agonistes. C'est-à-dire qu'on va stimuler les récepteurs des GLP-1, mais aussi du GIP. C'est l'étude du tirzépatide qui est actuellement évaluée en phase 2B dans la NASH. Et là, je vous présente juste les résultats d'une étude qui a été faite chez des patients diabétiques. Donc, vous voyez, les patients ont été randomisés en plusieurs groupes. Tirzépatide 1 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg. Et il y avait un contrôle avec un analogue GLP-1 unique, le dulaglutide. Et vous voyez que ce n'était pas une étude qui avait pour critère de jugement principal un critère hépatique, c'était une étude de diabétologue. Donc il y a une diminution de l'hémoglobine glyquée, puis vous voyez, on a vraiment des diminutions de poids qui sont importantes. Et avec le co-agoniste, vous avez une diminution de poids qui est beaucoup plus importante que la courbe rouge ici, l'agoniste GLP-1 tout seul. Alors les co-agonistes sont en train de se développer. Là, c'est l'étude cotadutide, double agoniste des récepteurs GLP-1 et glucagon ce coup-ci, qui a été menée chez des patients adultes en surpoids, avec un diabète pas trop déséquilibré, toujours pareil. 5 groupes, le groupe placebo, cotadutide 100, 200, 300 mg, et encore un contrôle avec le liraglutide, analogue GLP-1 seul. Et vous voyez que le groupe cotadutide comparé au groupe GLP-1 tout seul, vous avez une diminution de l'hémoglobine glyquée qui est similaire, mais vous avez plus de perte de poids et vous avez une diminution des transaminases qui est plus marquée. Donc là, c'est une étude équivalente phase 2A, parce qu'on n'a pas de critères histologiques, mais en stimulant plusieurs récepteurs, en agissant sur différentes voies de signalisation, on a un effet qui est encore plus marqué. Et comme attendu aussi, on a plus d'effets secondaires, troubles digestifs, nausées, vomissements. Et donc la solution, c'est de faire des escalades de doses vraiment très très progressives avec ces médicaments parce que d'un point de vue tolérance, c'est assez difficile quand on commence à pleine dose. Et la dernière classe médicamenteuse dont je voulais vous parler, c'est les inhibiteurs des SGLT2. Donc l'objectif de ces médicaments, c'est de faire uriner, bloquer la réabsorption du glucose. Donc vous avez une perte du glucose et vous avez aussi une perte de poids. On a beaucoup moins d'informations sur ces traitements antidiabétiques, leur efficacité dans la NASH. J'ai trouvé cette étude qui a été menée chez une cinquantaine de patients, donc 25 patients contrôle, 25 patients avec l'empagliflozine, et vous voyez que vous avez par rapport au groupe contrôle, vous avez une diminution après le traitement de la stéatose hépatique mesurée par IRM qui est plus importante que dans le groupe placebo.
Donc encore une fois, on est dans une étude de phase 2A avec un critère non invasif. Mais bon, on a cette diminution de la stéatose. Et vous voyez aussi qu'il y a une diminution des transaminases et de la gamma-GT. Donc un bon signal avec ces molécules antidiabétiques. Et il y a des études qui sont actuellement en cours pour les évaluer avec des critères plus hépatiques, des études dédiées sur le foie. Donc, en résumé, je voulais vous faire juste un tableau pour résumer un petit peu l'état des lieux. La metformine, pas d'effet sur les lésions histologiques, mais il y a toujours cette relation avec une diminution du risque de carcinome hépatocellulaire. Les agonistes PEPAR, bon, on a des molécules actuellement qui sont de profil très intéressant, notamment l'anifibranor qui a passé la phase 2B et qui va bientôt être évalué en phase 3, et d'autres molécules qui arrivent comme le saroglitazar. Les analogues des récepteurs GLP-1 très intéressants parce qu'ils font perdre du poids aux patients. On est sur une maladie de l'obésité, donc ça marche très bien. Et on voit bien que dans les phases 2B, vous avez une amélioration de l'acétose et une amélioration de la NASH. Sur la fibrose, c'est moins évident, probablement parce qu'on n'a pas assez de recul, on n'a pas assez de malades. Mais on a un signal qui est intéressant sur l'absence de progression de la fibrose et des données préliminaires sur les SGLT2 inhibitors. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Jérôme. On va passer tout de suite à la deuxième communication.